Je vais maintenant vous parler du calcul du groupe fondamental d'une variété obtenue à l'aide d'un recollement de deux corps en anse. L'opération inverse partant d'une variété de dimension 3 qu'on découpe pour obtenir des corps en anse s'appelle un scindement de Hegarde. Donc là, nous sommes en présence de deux corps en anse que nous allons recoller l'un avec l'autre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un corps en anse? Un corps en anse, extérieurement, ça ressemble à une bouée à plusieurs places, sauf que c'est une variété de dimension 3, donc elle est pleine. Donc cette bouée, on peut la remplir d'eau de mer ou de béton et la laisser sécher. Donc on a une variété bien compacte. Son bord est une surface de genre 3 dans notre exemple. Alors on prend un deuxième corps en anse, de même genre, de préférence. Donc celle-là, on l'appelle sigma 2. La première, sigma 1 et son bord d sigma 1. On se donne un homéomorphisme entre le bord de sigma 2 et le bord de sigma 1. Je vais l'appeler phi. Et on recolle ces deux espaces selon cet homéomorphisme. On va calculer le groupe fondamental de l'espace topologique ainsi obtenu à l'aide du théorème de Van Kampen. Alors, à nouveau, on recolle sur des fermés, mais il n'est pas trop difficile de se convaincre qu'en fait, ces fermés peuvent être un petit peu épaissis pour être stricto sensu dans le cadre de Van Kampen. Pour utiliser le théorème de Van Kampen, on doit calculer les groupes fondamentaux des pièces, déjà. Le groupe fondamental de ce corps en anse est un groupe libre. C'est le groupe libre de l'objet deux-dimensionnel que voici. On peut imaginer qu'on aplatit notre surface d'abord, et puis on obtient un objet qui ressemble un peu à ça. Qu'on peut même ensuite continuer à aplatir pour l'amener sur un graphe. Donc le groupe fondamental est un groupe libre, ici à 3 générateurs, plus généralement à G générateurs. Une chose intéressante à observer, c'est qu'on a un morphisme du groupe fondamental du bord dans le groupe fondamental du corps en anse lui-même. Eh bien, il se trouve que ce morphisme est surjectif. Tout lacet dans le corps en anse peut se pousser en un lacet du bord. Il est intéressant de mettre en évidence certaines courbes dans cette figure. Alors, le groupe fondamental du corps en anse est finalement engendré par les courbes qu'on peut dessiner sur ce graphe. Et il y a également des courbes qu'on a envie d'appeler des courbes de compression qui bordent un disque dans le corps en anse. Donc ces courbes sont des courbes de la surface du bord qui sont tuées lorsqu'on les envoie dans le groupe fondamental du corps en anse. Disons des courbes de compression. Bien. Donc de l'autre côté, nous avons également des courbes de même nature. On va les appeler ici A1, A2, A3. De l'autre côté, A'1, A'2, A'3. Et puis les courbes rouges, on va les appeler, disons, B1, B2, B3, et B'1, B'2, B'3. Bien. Alors, Poincaré donne un calcul pour le groupe fondamental de l'objet qu'on obtient, donc en recollant ces deux corps en anse. Et comment fait-il? Il dit, je prends le groupe fondamental de la surface commune, identifié à l'aide de l'homéomorphisme et de ce qu'il induit en homotopie. On prend ce groupe fondamental et il suffit de tuer les courbes de compression. On a les courbes qui sont de compression du côté de sigma 1, les courbes qui sont de compression du côté de sigma 2. Et si on quotiente par le sous-groupe normal engendré par ces courbes, on obtient le groupe fondamental de la variété de dimension 3.
on peut observer que dans la mesure où on quotiente par des sous-groupes normaux, c'est-à-dire on prend des conjugués, le choix du point base n'est plus si crucial. Alors comment est-ce qu'on peut se convaincre que ce résultat est correct en utilisant le théorème de Van Kampen? Eh bien, comment ça marche? Le théorème de Van Kampen nous dit, prenons le groupe fondamental du corps en anse, sigma 1, produit libre, le groupe fondamental du corps en anse, sigma 2, et passons au quotient par les relations évidentes. Alors, il faut essayer de comprendre ça. Alors, je vais essayer de le comprendre de la manière suivante en disant « Ah, le groupe fondamental du corps en anse, en fait, s'obtient comme une image directe du groupe fondamental du bord. Le groupe fondamental du corps en anse sigma 2 est également une image du groupe fondamental du bord. Et comment s'obtient cet homomorphisme? Simplement en tuant les courbes de compression. Donc, nous avons un homomorphisme de ce produit libre de groupes de surface. On passe au produit libre des groupes fondamentaux des corps en anse en tuant les courbes de compression. Puis, on quotiente par les relations évidentes. Et c'est quoi les relations évidentes? C'est celles qui nous disent que le bord sigma 1, le bord de sigma 1, est identifié avec le bord de sigma 2. Mais finalement, ces opérations de tuer un certain nombre d'éléments dans des groupes, on peut les renverser. Et on peut dire, je commence avec ce produit libre, j'identifie les deux groupes fondamentaux qui sont ici à l'aide de phi tilde, puis je tue les courbes de compression. C'est exactement ce qu'a fait Poincaré. On va traiter un exemple particulier de ces recollements de deux corps en anse qui conduisent à ce qu'on appelle des espaces lenticulaires. Donc c'est particulier parce que ce que nous regardons, comme corps en anse, ce sont des tores pleins. Donc nous avons le tore sigma 1, le tore sigma 2, qui sont donc des bouées remplies d'eau de mer ou de béton. Le bord de sigma 1, c'est donc la bouée, le bord de sigma 2 également, et nous nous donnons un homéomorphisme phi entre le bord de sigma 2 et le bord de sigma 1. Le groupe fondamental de l'objet obtenu en recollant ces deux tores pleins le long de leur bord, à l'aide de phi, se calculera, comme nous venons de le dire, en prenant le groupe fondamental de la surface commune et en tuant les courbes de compression venant d'un côté et de l'autre. Alors, le groupe fondamental de ce bord, il est engendré par les courbes de compression, donc celle-ci que nous avons convenu d'appeler A1 et celle-là B1, tandis que sur l'autre tore, nous avons la courbe de compression A2 et B2. Ce groupe fondamental est un groupe abélien libre, Z2. Ici, de même, nous avons un groupe Z2. L'homéomorphisme entre ces tores phi induit en homotopie un isomorphisme phi tilde. Mais souvenons-nous qu'un isomorphisme de Z2 dans lui-même, quitte à choisir une base, c'est donné par une matrice alpha, bêta, gamma, delta. Alors, nous venons de dire que le groupe fondamental de l'espace obtenu par recollement suivant phi, c'est tout simplement le groupe fondamental du bord commun. Bon, je vais regarder de ce côté-ci. Je vais dire qu'il est engendré par A1 et B1, dont on sait qu'ils commutent. Et puis, on va tuer les courbes de compression. Donc la courbe de compression ici, celle-là, elle est évidente, c'est la courbe A1. Et puis,
celle qui vient par ici, c'est la courbe A2 vue sur ce tore, le bord de sigma 1, à l'aide de l'isomorphisme induit phi alpha. C'est-à-dire, si je l'exprime en termes de la matrice, je pense que ça doit donner alpha A1 plus gamma B1. Et donc, le groupe fondamental de cet espace est comme ça. Le quotient de Z2, où on tue le premier générateur de Z2, et cette deuxième relation me donne quoi? Ceci devant être trivial, alpha A1 plus gamma B1. Ah oui, mais A1, c'est déjà trivial, il ne nous reste que gamma B1 qui est trivial. Autrement dit, ce groupe, c'est le groupe engendré par B, soumis à la condition que gamma B est égal à 0. C'est Z sur gamma Z. Alors, il y a quand même quelques cas particuliers. Lorsque gamma est égal à 0, ça peut apparaître dans cette matrice A. Bon, ben ça, par convention, c'est simplement isomorphe à Z. Et donc, on voit qu'on obtient, dans les autres cas, un groupe fini. Un groupe trivial lorsque gamma est égal à 1, et sinon, un groupe cyclique fini. Donc, ces espaces lenticulaires ont joué un rôle important dans le développement de la topologie algébrique. Bon, parmi ces exemples, on va regarder quelques exemples un petit peu triviaux. Donc, si phi, c'est l'identité, disons. On recolle deux tores, qui sont donc des disques croix S1, avec un autre tore disque croix S1, le long du bord des disques. On se retrouve avec un espace de la forme S2 croix S1. D'accord? Donc lorsque phi, c'est l'identité, l'espace que nous construisons, c'est S2 croix S1. Il y a un autre exemple intéressant, c'est celui qui échange les courbes, c'est-à-dire qui envoie A2 sur B1, B2 sur A1. L'espace qu'on obtient à ce moment-là, vous voyez, on prend le tore plein que voici, et on prend l'autre tore et en quelque sorte, on l'emboîte, mais dans l'autre sens. L'espace qu'on obtient, c'est S3.